Pendant plusieurs jours, une ferme allemande continue de fonctionner normalement. La cheminée fume, quelqu'un prépare des repas. Le problème, c'est que toute la famille qui vivait là est déjà morte. 6 personnes ont été assassinées. Et pourtant, personne ne fuit, personne ne panique, quelqu'un reste. À Hinterkaifeck, le mystère n'est pas seulement de savoir qui a tué, mais surtout, qui a continué à vivre sur place après. Quand on découvre l'affaire de Hinterkaifeck pour la première fois, on pense souvent que tout commence avec les meurtres. En réalité, tout commence bien avant, dans les détails, dans les habitudes, dans ce que les gens voient, ressentent, mais préfèrent ne pas interpréter. Parce qu'interpréter, ça obligerait à agir. Et à Hinterkaifeck, on n'agit pas, on endure. La ferme se trouve en Bavière, dans une Allemagne rurale du début des années 1920. La guerre est finie, mais elle laisse derrière elle une population épuisée, des hommes errants, des familles repliées sur elles-mêmes. Les campagnes vivent presque en vase clos. On naît, on travaille, on meurt souvent au même endroit. Les voisins se connaissent depuis toujours, les secrets aussi. Hinterkaifeck n'est pas une ferme accueillante. Elle est isolée, mais surtout fermée. Pas seulement géographiquement, mais humainement. Ceux qui y vivent ne sont pas réputés pour leur chaleur. Le centre de tout, c'est Andreas Gruber, le patriarche. Un homme décrit comme brutal, autoritaire, violent. Pas seulement envers les animaux, mais envers sa propre famille. Plusieurs témoignages évoqueront plus tard des coups, des cris, une atmosphère lourde, constante. Sa femme, Casilia, vit sous sa domination. Leur fille, Victoria, veuve depuis la guerre, revient vivre à la ferme avec ses 2 enfants. Et c'est là que les choses deviennent troubles. Très vite, des rumeurs circulent. Des rumeurs d'inceste entre Andrea et sa fille. L'affaire ira jusqu'au tribunal quelques années plus tôt. Il y aura une condamnation, une peine de prison, puis le retour à la ferme, comme si rien ne s'était vraiment passé. Dans ce milieu rural, tout le monde est au courant, mais personne ne s'en mêle. Parce que ce sont des affaires de famille. Parce qu'on ne dénonce pas facilement. Parce que Victoria, malgré tout, reste sous l'autorité de son père. Et parce que Hinterkaifeck fait un peu peur. Avec Victoria vivent ses 2 enfants, Joseph, encore très jeune, et la petite Casilia, décrite comme nerveuse, agitée, parfois même terrorisée la nuit. Certains témoins diront plus tard qu'elle dormait souvent avec un objet sous son oreiller, comme une protection. Comme si, à son âge, elle avait déjà compris que quelque chose n'allait pas dans cette maison. À ce stade, rien n'est criminel, rien n'est spectaculaire. Juste une famille dysfonctionnelle enfermée sur elle-même, dans un endroit isolé. Mais à partir de mars 1922, des événements concrets commencent à s'accumuler. Andreas Gruber remarque d'abord des traces de pas dans la neige. Elles viennent de la forêt, elles mènent jusqu'à la ferme. Mais il n'y a aucune trace qui repart. À la campagne, on sait lire la neige. Ce genre de détails ne passe pas inaperçu. Andreas inspecte les environs, il ne trouve personne. Peu après, il entend des bruits dans le grenier. Des pas, pas des craquements de bois, des pas. La nuit, régulièrement. Il monte vérifier, il fouille, rien. Pourtant les bruits continuent, et ils ne sont pas signalés comme occasionnels. Ils deviennent une présence. Quelque chose de suffisamment tangible pour inquiéter un homme pourtant peu impressionnable. Puis des objets disparaissent, les clés de la maison notamment. À une époque où l'on ferme systématiquement portes et bâtiments, perdre ses clés n'est pas anodin. Andreas soupçonne un vol, mais là encore, aucune effraction, aucun signe de lutte, juste cette impression persistante que quelqu'un est déjà à l'intérieur. Un autre élément intrigue. Un journal est retrouvé sur la propriété. Un journal que personne n'a acheté, personne ne l'a apporté. Il est simplement là. Détail anodin peut-être. Pris isolément sûrement. Mais Hinterkaifeck n'est pas une succession de détails isolés, c'est un ensemble. L'ancienne domestique qui avait quitté la ferme quelque temps auparavant avait parlé d'une atmosphère étrange,
oppressante. Elle évoquait des sensations, une peur constante, comme si elle n'était jamais vraiment seule. À l'époque, on met ça sur le compte de l'imagination, mais avec le recul, ce témoignage prend un autre poids. Andreas, lui, ne fuit pas. Il ne demande pas d'aide, il garde tout pour lui, fidèle à son caractère. Fidèle à cette logique rurale où l'on règle ses problèmes seul, même quand on commence à sentir que le problème dépasse ce que l'on peut contrôler. Le 31 mars 1922, une nouvelle domestique arrive à Interkeyfek. Elle remplace celle qui est partie. Elle découvre la ferme, les bâtiments, la famille. Elle n'a pas vraiment le temps de s'adapter, pas le temps de comprendre l'ambiance. Elle est là depuis quelques heures seulement lorsque la nuit tombe. Ce détail est important parce que cette femme arrive dans un endroit où quelque chose est déjà en marche. Elle entre dans une histoire qui a commencé bien avant elle, et elle ne survivra pas assez longtemps pour en comprendre les règles. À ce moment-là, personne ne sait encore ce qui va se passer, mais tout est déjà en place. Les tensions familiales, les rumeurs, l'isolement, et surtout cette certitude diffuse qu'une présence extérieure gravite autour de la ferme, peut-être depuis des jours, peut-être même depuis plus longtemps encore. Quand on regarde Interkeyfek avec du recul, ce qui frappe ce n'est pas l'absence de signes, c'est leur accumulation, et le fait que malgré tout personne n'ait réellement agi, comme si chacun avait senti qu'il valait mieux ne pas trop s'approcher, ne pas trop poser de questions. Parce que parfois dans ce genre d'endroit, la pire chose à faire, c'est de regarder de trop près.
Quand la police commence réellement à travailler sur l'affaire de Hinterkaifeck, elle le fait déjà en retard. Le temps a passé. Les lieux ont été souillés. Les corps ont été déplacés. Les témoignages commencent à se contredire. Et surtout, l'enquête se déroule dans un contexte très particulier. Une Allemagne rurale, encore marquée par la guerre, où l'autorité n'est pas toujours respectée et où la police manque cruellement de moyens. Très vite, les enquêteurs comprennent qu'ils ne tiennent rien de solide. Pas d'armes clairement attribuables, pas de scène figée, pas de témoins directs. Le crime est brutal, mais étonnamment organisé. Et surtout, il ne ressemble pas à un acte commis sous l'emprise de la panique. Les premiers soupçons se portent naturellement sur l'entourage. Les voisins, les relations tendues, les conflits anciens. Andreas Gruber n'était pas apprécié. Il avait des ennemis, certes, des différends financiers, des comportements violents qui auraient pu pousser quelqu'un à bout. Mais aucune piste ne mène à une arrestation, les alibis tiennent et les preuves manquent. La famille élargie est aussi examinée. Certains membres auraient pu avoir des raisons personnelles, des rancœurs, des héritages. Mais là encore, rien de concluant. Et surtout, aucune de ces hypothèses n'explique la durée de la présence sur les lieux après le meurtre. Une autre piste émerge alors, celle d'un ancien soldat. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux hommes errent à travers l'Allemagne. Traumatisés, sans attache, certains vivent de petits larcins, d'autres se cachent. L'idée d'un homme solitaire, capable de violence, familier avec les outils agricoles paraît crédible. Mais elle reste une idée, pas une preuve. Les enquêteurs envisagent aussi un tueur en série. Plusieurs crimes violents ont eu lieu dans la région à cette époque, mais aucun ne correspond parfaitement au mode opératoire de Hinterkaifeck. Là encore, la piste se dissout. Et plus le temps passe, plus une évidence s'impose. Ce crime ne sera probablement jamais résolu. Pas parce qu'il manque d'hypothèses, mais parce qu'il manque ce petit détail qui permet de basculer de l'intuition à la certitude. Alors on revient aux faits, aux éléments bruts, et certains d'entre eux refusent de se laisser rationaliser complètement. Les bruits dans le grenier, les traces dans la neige, les clés disparues, le journal inconnu, la présence prolongée après les meurtres, pris séparément, tous ces éléments peuvent s'expliquer. Ensemble, ils dessinent un tableau beaucoup plus inquiétant. L'hypothèse la plus cohérente reste celle d'un individu déjà présent sur la ferme avant la nuit du crime. Quelqu'un qui connaissait les lieux, les habitudes, les horaires. Quelqu'un qui savait où se cacher, comment se déplacer et surtout quand agir. Quelqu'un pour qui Hinterkaifeck n'était pas un endroit étranger, mais un terrain familier. Cela expliquerait tout. Les pas dans la neige sans retour, les bruits nocturnes, la disparition des clés, et surtout le fait de rester après les meurtres, parce que partir aurait été plus risqué que rester, parce que la ferme offrait déjà tout ce dont cette personne avait besoin. Mais cette hypothèse pose une autre question, plus dérangeante encore. Comment une famille entière peut-elle vivre pendant des jours, peut-être des semaines, avec quelqu'un caché juste au-dessus de leur tête, sans jamais le prouver formellement? C'est là que Hinterkaifeck bascule, pas dans le paranormal spectaculaire, pas dans les fantômes qui apparaissent, mais dans quelque chose de plus diffus, plus inconfortable. L'idée que le danger était là, visible par fragments, mais jamais affronté directement, comme si tout le monde avait senti qu'il valait mieux ne pas insister. La ferme sera finalement rasée, officiellement pour des raisons pratiques, officieusement peut-être pour tourner la page, effacer un lieu devenu trop lourd, trop chargé. Mais raser une ferme ne fait pas disparaître une histoire. Au contraire, ça la fige. Aujourd'hui encore, Hinterkaifeck est étudiée, racontée, disséquée, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle résiste, parce qu'elle ne se laisse pas enfermer dans une explication simple, parce qu'elle oblige à regarder en face une réalité dérangeante. Parfois le mal ne laisse pas une signature claire. Il ne se manifeste pas par des cris et des menaces. Il s'installe, il observe, il attend. Et quand tout est terminé, il ne disparaît pas forcément. Il continue à vivre comme si de rien n'était. C'est peut-être ça le vrai malaise de Hinterkaifeck. Pas ce qui s'est passé cette nuit-là, mais le fait que malgré tout ce que l'on sait, quelqu'un a su rester invisible.